Alors, on va faire une conférence sur les parasites, les maladies. On prend parasite une définition très très large, donc virus, bactéries, tout ça, et l'influence qu'ils ont eue sur l'histoire humaine et l'influence que nous, on a eue sur eux. Voilà. Notamment aussi comment les gens ont géré les parasites pour pouvoir notamment lutter contre eux. Voilà, moi je consulte mes notes parce que bien sûr je fais ça à l'arrache. Il est prêt. Parce qu'on est très très prêt. Bon, alors, petite question pour commencer, chauffer l'ambiance. Qui parmi vous a eu des maladies sexuellement transmissibles? Chlamydia, herpès, levez la main. Herpès, c'est triché, ouais. Beaucoup en ont. Vous êtes probablement très très nombreux ici à avoir tout un tas de trucs dégueulasses. Mais c'est pas grave, c'est normal. Et on va vous expliquer que c'est normal. Ça fait des milliers, voire des millions d'années qu'on se trimballe des parasites. Et peut-être pour vous expliquer ça, on va rappeler quelques bases de l'histoire évolutive des humains. Ouais, je peux m'en charger si tu veux. Vas-y. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tracer ici un arbre phylogénétique. Je ne sais pas si tout le monde peut voir. Vous faites un effort s'il vous plaît. Imaginez une droite. Donc, imaginez ici, là, je représente une lignée, et si j'avance sur cette lignée, c'est la lignée des humains. Nous, on appartient à un grand groupe qu'on appelle les hominidés, alias les grands singes, et ici, on est apparu il y a 15 millions d'années. Un petit peu plus loin, il y a 10 millions d'années, il y a une branche qui est partie de notre grand groupe et qui a donné ici la lignée qui, après descendant et descendant, a donné les gorilles. Un petit peu plus loin, 7 millions d'années, j'avance, et ici, on a une ligne de descendants qui a donné les chimpanzés. Alors comment est-ce qu'on fait? Parce que là j'ai les parasites. Ouais. On a trouvé un truc super pour représenter les parasites, ça s'appelle du PQ. Vous allez voir, c'est génial, mais par contre là j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on fait. Eh bien ici, c'est très simple. Moi, je suis l'ancêtre des chimpanzés, et toi, tu vas représenter les humains. Je suis les humains actuels. Tiens, donne-moi ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on s'est passé? On s'est refilé des parasites au cours des générations. Et donc, là, on a un exemple de transmission verticale dans lequel on va se passer des parasites, ici, De parents à enfants. de parents à enfants. Ah, merci. Voilà, ça marche trop. La connexion a été interrompue, mais c'est pas grave. Donc parmi ces parasites qu'on s'est récupérés depuis nos ancêtres, je vais poser le PQ parce que sinon ça fera pas top pour les photos. Parmi ces parasites que nos ancêtres nous ont donnés, il y a les vers des enfants. Vous savez, les petits vers oxyures que vous avez sûrement eu quand vous étiez petit. C'est pas grave, hein, c'est pas honteux. Moi aussi, j'en ai encore. En plus de ça, il y a l'herpès qui a été le premier, parce que nous on a deux types d'herpès, mais l'herpès de type 1, il a été transmis par l'ancêtre commun des chimpanzés. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Eh ben, le ténia. Le ténia, exact, oui le ténia. Mais il arrive un peu plus tard celui-là. Alors vas-y, continue ta prise évolutive. Alors donc, on a eu les gorilles, on a eu les chimpanzés, et ici maintenant, on est à 3,5 millions d'années. Et ici, il y a un groupe qui s'est détaché donc de la lignée qui a donné les humains, pour donner ici les australopithèques. Bien entendu, ça se finit et ça n'arrive pas jusqu'à nos jours. Alors ce qui est intéressant avec les australopithèques, c'est que, donc vous savez, on a des poux, mais on a aussi des morpions. Ça, c'est les poux du pubis. Donc en fait, c'est deux espèces différentes. Donc nous, on a deux espèces différentes. Ce qui est intéressant, c'est que donc l'ancêtre commun des chimpanzés nous avait donné les poux de la tête, mais ça, une transmission verticale. Mais là, à ce moment-là donné, en fait, les australopithèques récupèrent les poux du pubis, donc les morpions, par transmission horizontale. Donc ça veut dire qu'en fait, ils sont allés. Donc vas-y. À peu près là, ouais. Je suis là, voilà. Là, on est un des ancêtres qui a donné la lignée des gorilles, Voilà. et Merci. hop là, Ça marche vraiment pas mieux. C'est pas grave. on est au taquet. Voilà. Ouais. Bon. En fait, l'histoire, c'est que si l'australopithèque s'est retrouvé avec des poux de gorilles, c'est qu'il les a chopés par un contact ou un autre. Sachant que c'est des poux du pubis, on peut se poser la question comment les australopithèques ont contacté les gorilles. Je vous laisse imaginer un scénario dans votre tête. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois que ça arrive dans l'histoire évolutive humaine. Hein. Je dis ça comme ça. Ensuite, l'évolution continue. Et on arrive ici à 1,5 million d'années dans un groupe qui donne Homo erectus. On est déjà parmi le genre Homo ici. Alors là, encore une fois, c'est très intéressant parce qu'Homo erectus, bon, c'est un peu le cool kid de tous les ancêtres. C'est celui qui a un peu voyagé partout sur la planète, il faisait déjà des bateaux et tout, enfin, c'était trop fort. Mais le truc intéressant aussi, c'est que il a récupéré les ténias, probablement en mangeant des carcasses d'herbivores qui étaient infectés. Donc là, c'est le moment où les ténias rentrent dans notre lignée évolutive pour ne plus en sortir. Et il récupère aussi l'herpès de type 2. Donc celui-là, c'est plutôt celui qui est responsable de l'herpès génital en proportion. Et alors celui-là, il le récupère d'une autre espèce d'homo, mais qui est aujourd'hui disparue. Donc on pourrait encore continuer notre délire avec
Le PQ, mais il n'est pas là, mais c'est pas grave. Imaginez du PQ, d'accord, mais qui pointe vers une autre espèce qui n'est plus là. Voilà. Et donc c'est une petite particularité qu'on a en fait, nous, c'est qu'on a les deux types d'herpès, HSV1 et HSV2, alors que les autres homos ne l'ont pas. Voilà. C'est une belle histoire. On va continuer avec... J'ai perdu le fil de notre discussion. On arrive ici, là, dans ce groupe ici qui s'appelle Homo sapiens. A priori, tout le monde ici en fait partie, j'espère. Donc il y a eu plein d'autres espèces, Homo neanderthalis, etc. Mais nous, on appartient à ce groupe qui a commencé à émerger il y a 200 000 ans. Voilà, et là, ce qui se passe, c'est que nos ancêtres commencent à sortir d'Afrique. En tout cas, voilà. Bref, il y a environ 100 000 ans, c'est allé par plusieurs vagues, mais en tout cas, la vague qui a donné les humains actuels est sortie il y a environ 80 000 ans. Et avec eux, ils emmènent tout un tas de maladies. Donc, ils emmènent la bactérie Helicobacter pylori, qui est responsable des ulcères de l'estomac. Et ils emmènent aussi le virus de l'herpès, la lèpre, la tuberculose, le ténia, bien sûr. Donc, tout ça, c'est des maladies de chasseurs-cueilleurs, en fait. C'est des maladies qui ont voyagé avec nos ancêtres sur toute la planète. Et en plus, le truc rigolo, c'est que comme nos ancêtres se sont un petit peu différenciés au cours de leur voyage, ils se sont un petit peu spécialisés, ils ont changé de tête, etc. Bah, les maladies qui les accompagnaient ont fait exactement pareil. Donc le virus de l'herpès qu'on trouve en Amérique, chez des peuples chasseurs-cueilleurs d'Amérique, il est complètement différent du virus de l'herpès qu'on retrouve en Afrique. Voilà. Donc les virus, on a aussi modifié leur histoire. C'est le truc à retenir. Voilà. Et les choses importantes sont arrivées en fait avec l'arrivée de l'agriculture. On est à peu près au niveau du néolithique, 9000 ans avant Jésus-Christ. Et là, on fait quelque chose, on commence un élevage en masse d'animaux d'une importance capitale dans l'histoire. J'ai bien nommé les vaches. Non, les parasites. Vous n'avez pas suivi? En fait, il faut se représenter que quand on a un poulet, une vache, quand on a un cochon, quand on a une chèvre, à chaque fois, ce qu'on élève, ce n'est pas seulement cet organisme-là, c'est les parasites qu'il y a à l'intérieur d'eux. Et ça, c'est capital parce que on va se frotter à nos animaux, je ne sais pas comment, hein, généralement pour les bouffer, mais parfois pour faire d'autres choses. Mais ce qui se passe, c'est qu'en se frottant contre eux et en ménageant justement cette domestication, d'une part, on devient sédentaire et donc on fait plus d'échanges entre humains, mais aussi d'échanges entre animaux. Et on a notamment énormément d'échanges de parasites qu'on a récupérés des animaux du bétail, mais aussi qu'on a donnés au bétail. Du coup, dans la liste, je suis obligé de lire parce que je ne les connais pas par cœur, ils nous ont donné, donc ça c'est, je pense, les vaches, elles nous ont filé la variole, la peste, la rougeole et le typhus. Ce qui est des maladies qui ont, on verra plus tard, que des trucs super cool et qui ont vachement influé sur notre histoire, mais on va voir ça dans environ 30 secondes. Et nous, en échange, on leur a donné la tuberculose. Avant, on pensait qu'en fait la tuberculose venait des vaches, et en fait non, c'est nous qui l'avons donnée aux vaches. Et on leur a aussi filé le ténia. Voilà. Sympa. Donc on s'est échangé comme ça des parasites et ça a eu une importance capitale. Mais explique-moi alors, quelle est l'importance pour l'humanité? Parce que vous pouvez imaginer que c'est juste des maladies à chier, hein, comme là, hein, littéralement. Mais en fait, ce n'est pas seulement des maladies à chier, c'est aussi des maladies, et donc des parasites, qui ont manipulé les symboles de l'humanité. C'est-à-dire que ça a eu une influence sur les religions, sur les mythes, ça a eu une influence aussi sur nos symboles, sur même notre conception de culture. Vous pouvez voir, par exemple, dans la Bible. Tout le monde a lu la Bible? Bon, j'imagine. Enfin, je sais pas. Non, on s'en fout. Ok. Dans la Bible, vous avez énormément de parasites qui ont été utilisés par Dieu pour punir l'humanité. Dans les 10 plaies d'Égypte, par exemple, vous avez les tans, vous avez les poux qui sont des parasites. Dans de tête, hein, le livre Nombre, chapitre 21, verset 6, qui connaît par cœur? Non? D'accord. Je vais vous le dire donc. C'est « Et alors, l'Éternel envoya sur le peuple des serpents brûlants. Et ils mordirent le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. » Oui, mais enfin, les serpents, c'est pas des parasites en fait. Alors oui, certes, sauf qu'il y a des historiens qui pensent que ces serpents brûlants, ce n'étaient pas du tout des vrais serpents comme les squamates avec des petites écailles, etc. Non, en fait, ces serpents brûlants, ce seraient des vers parasitaires, des vers dits de Médine. Ce sont des vers dont les femelles peuvent mesurer près de 1 mètre de long. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble, 1 mètre de long environ, comme ça. Tiens, si tu peux ramener ton pied, s'il te plaît. Donc 1 mètre de long, c'est environ ça. On va le mettre au niveau de ton pied. Les vers de Médine, c'est des belles saloperies parce que c'est uniquement les femelles qui naviguent dans les canaux lymphathiques. Et pour pouvoir se reproduire, pour pouvoir pondre leurs œufs, elles ont besoin d'un milieu aquatique. Et pour pousser les humains à baigner leurs pieds dans de l'eau, elles vont former des pustules brûlants au niveau du pied.
au niveau duquel donc la femelle, au niveau duquel la femelle va donc pouvoir émerger au moment où l'humain va plonger ses pieds dans l'eau. Et alors, ce qui est fascinant, c'est qu'à travers les vers de Médine, on a aussi les premières documentations donc, de traitements à ces parasites. Et ces traitements-là ont probablement justement influencé des symboles. Quel est le traitement qu'on a pour les vers de Médine? Eh bien, tout simplement, on va enrouler autour d'un bâton le ver, donc de la femelle, et on va centimètre par centimètre, lentement, jour après jour, enrouler un ver de plus d'1 mètre de long. Ça marche pas. Mais si, ça marche. Il faut avoir la foi. C'est du PQ en fait. C'est pas Voilà, mais si, c'est un ver. Imaginez, c'est un ver de Médine. Vous avez donc une femelle ici, vas-y, coupe-moi. Et là, vous avez donc un ver de plus de 1 mètre de long, enroulé autour d'un bâton. Premier traitement médical, et peut-être ici une influence sur le symbole du bâton d'Asclépios qui a influencé justement un serpent autour d'un bâton, peut-être le premier symbole de la médecine. Et alors, au passage, vous pouvez noter ici la présence de la chaîne Asclépios qui fait une chaîne de médecine très très cool, on peut l'applaudir. Merci, c'est sympa. Ok, t'avais pas fini. J'avais pas fini. En effet, parce que vous allez me dire, mais comment on sait qu'il y avait des vers de Médine au moment de l'Antiquité? C'est très simple, on a des documents. On a par exemple des papyrus, dans lequel, le papyrus d'Hébers, moins 1500 avant Jésus-Christ, dans lequel on a des documentations de vers brûlants, etc., avec le hiéroglyphe du ver brûlant. Et on a aussi des momies. Et oui, ne regarde pas comme ça. Mais bien sûr qu'on va faire ça. Donc des momies. Putain, Ah, je te putain. jure, c'est n'importe quoi cette conférence. Mais tiens bien. Ne le faisons pas. Bon, vas-y. Mais si. Bon, Donc vous avez des momies, autour duquel donc, vous avez des bandelettes, et dans ces bandelettes, on a trouvé des vers de Médine calcifiés. J'adore mon métier. Vraiment, c'est trop bien. Et ces vers calcifiés donc, attestent de la présence de vers de Médine à l'intérieur des momies égyptiennes, mais aussi on a trouvé à l'intérieur des œufs de vers de ténia. Et ces vers de ténia, en fait, s'ils étaient développés, ils auraient donné des vers donc, de plusieurs mètres de long. À votre avis, combien de mètres de long peut atteindre un ver de ténia? 10 mètres de long, tel que représenté. Formidable. J'adore cette mise en scène. C'est vraiment On est au représentatif. taquet. Bon, du coup, t'as fini? Oui, Trop bien. je me barre. Alors moi, du coup, je vais vous parler un petit peu de la suite, en fait, ce qui s'est passé un petit peu après. C'est-à-dire que les campements se densifiant, les villes devenant de plus en plus grandes, etc. Et la densité de personnes étant de plus en plus élevée, on a commencé à voir apparaître des épidémies, qui est un concept qui n'existait pas forcément quand il y avait une densité de population du type chasseur-cueilleur, où les gens n'étaient pas assez... Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il va distribuer le PQ, ouais. Vous avez la chance si vous donnez un rouleau, hein, c'est cool. Vous allez voir, on va bien rigoler. Ou pas. Donc, il y a les premières épidémies qui apparaissent. Alors les premières épidémies, on ne sait pas exactement quel est le pathogène qui est responsable. Et on sait qu'il y a eu des épidémies chez les Hittites, il y a environ 3300 ans. Mais on sait aussi qu'il y a eu une épidémie à Athènes, en 300 avant Jésus-Christ. Donc Athènes était entourée par les Spartes dans un siège. Et donc les conditions d'hygiène pendant les sièges ne sont pas excellentes. Donc forcément, les gens, ils avaient tendance à tomber malades. Et là, en fait, ça a décimé la ville, peut-être 30% de la ville qui est passée à cause d'une épidémie de on ne sait pas quoi, notamment Périclès, etc. Bon, ça a marqué la fin de l'âge d'or d'Athènes, etc. Bon, là, on sait déjà que bien longtemps avant Jésus-Christ, les épidémies ont un impact sur l'histoire. Ok. Mais on ne sait pas exactement quels sont les pathogènes responsables. La première épidémie qui est vraiment très très importante et dont on connaît le pathogène responsable, c'est la peste de Justinien. Donc je vais vous parler de plein de pestes, on va faire ça par maladie. La peste de Justinien, c'est en 540 environ. Elle arrive par la route de la soie. Donc la plupart des pestes, en fait, ça vient d'Asie, c'est des cadeaux asiatiques. Et elle infecte tout le bassin méditerranéen, en particulier l'Empire byzantin qui s'en prend plein la gueule. Et en fait, on estime que ça a peut-être tué 50% de la population de l'époque, ce qui est quand même beaucoup. On en profite pour faire la répartition. Donc ici, tout à ma droite, vous allez représenter une carte du monde. Donc ici, c'est l'Asie, bien entendu. En bas, là, ça va être l'Afrique. En haut, l'Europe. Et là-bas, vous êtes les Amériques. Vous allez prendre cher. Pardon. Par contre, vous, ça va. Du coup, si je vous dis... Ah oui, l'idée, en fait, le jeu, c'est que ceux qui ont reçu un rouleau de PQ
représente les parasites. Vous êtes les parasites. Et votre rôle va être d'infecter les humains du continent idoine, dont je vais parler. Donc si je vous dis, en fait, la peste de Justinien vient d'Asie, et elle a affecté l'Europe. D'ailleurs, il y a un lancer de... Oui! Putain, ça marche. Yes! Ça marche beaucoup moins bien que ce que je pensais. C'était vraiment une idée de merde. C'est pas grave. Ah ouais, on aurait pu faire ça sur le couillard, c'est vrai? Ça a été énorme. Pécufié, ça... Ouais, bref. Du coup, voilà, donc ça, on sait que ça a eu un impact énorme parce qu'en fait, l'Empire byzantin s'est retrouvé un peu sur les genoux pendant un bon moment. Et puis ça a forcément favorisé tous les gens qui n'étaient pas très potes avec l'Empire byzantin. Je résume comme un sagouin, hein. Ben, si tu m'entends, m'entends pas. Mais du coup, voilà, les Arabes et puis les Goths, eux, qui n'étaient pas trop affectés par la peste de Justinien, ont pu prendre des largesses. Voilà. Bon, on enchaîne et il y a eu bien sûr celle que vous connaissez tous. D'ailleurs, c'est laquelle que vous connaissez tous de peste? Yes, la peste noire, effectivement. 1340, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Elles sont où mes notes? 1340, ouais, dans ces eaux-là. Bon, on va pas être extrêmement précis. Donc celle-là, on arrive à la remonter à peu près. C'est la Horde d'Or, donc c'est les petits-neveux de Genghis Khan qui continuent à foutre le bordel sur les marches de l'Asie, là, et notamment du côté de la mer Caspienne. Et ils ramènent avec eux, comme d'habitude, une peste. Donc en fait, la peste, à la base, hein, c'est une bactérie qui est à l'état endémique dans les steppes d'Asie centrale. Elle vit dans des puces qui infectent des marmottes. Et bon, des fois, il se trouve que ces puces vont sur des rats. Bon, le truc, c'est que les rats, ils bougent avec les gens. Les marmottes, non, pas trop. Sauf si vous avez des élevages de marmottes, mais c'est votre truc. Et donc, ce qui fait que, avec les hordes d'or, donc, les rats arrivent, les puces avec, et la bactérie ensuite. La peste noire décime entre 30 et 60% de la population européenne. Donc, en plus, c'est en quelques années, c'est incroyablement brutal. Et dans les conséquences historiques, il y en a pas mal, mais il y en a plusieurs. Donc, il y a des conséquences rigolotes et des conséquences moins rigolotes. On commence par la moins rigolote, si vous voulez. C'est les juifs qui vont en prendre plein les dents, parce qu'en fait, on pensait à l'époque que c'était leur faute. Mais bien sûr, il n'y avait absolument aucune, comme d'habitude. Il n'y avait aucune rationalité dans la logique en fait, de la maladie, donc les gens pensaient que c'était les juifs qui empoisonnaient les puits. Enfin, à aucun moment les gens se sont dit que c'était lié aux rats. Donc les juifs étaient censés empoisonner les puits, donc on a commencé à taper sur la gueule des juifs. Et notamment à Strasbourg, il y a eu 2000 juifs qui se sont fait tuer juste après la peste noire. Il y a eu des communautés entières qui ont été exterminées en Allemagne. Et là, je viens de me rendre compte que en fait, ce bonnet-là sent des pieds, mais de ouf. Est-ce que tu as porté tes chaussettes avant de les mettre autour du micro? D'accord, pourtant ça sent. Bref. Donc voilà, donc là c'est le côté pas fun, voilà, stigmatisation des juifs, etc. Le côté fun, c'est que comme il y avait beaucoup moins de monde, le marché du travail s'en portait très très bien. Non mais c'est super cool. Pour les gens qui étaient pauvres, la valeur unitaire de leur travail était largement plus élevée. Et la valeur de la terre, qui avant était normalement la valeur de la terre était plus importante que la valeur du travail, mais là l'équilibre était renversé. Donc en fait, les pauvres ont commencé à avoir une très nette amélioration de leur vie, à pouvoir acheter de la terre, etc. Enfin, il y avait de la place pour tout le monde et il y avait du boulot pour tout le monde, ce qui est très cool. Ça a duré qu'un temps, hein, cette espèce d'âge d'or. Parce qu'après, la démographie de l'Europe est revenue très vite à la normale, parce que les gens faisaient plein de bébés, et donc les gens pauvres sont redevenus pauvres, tout va bien. Bon, une dernière peste, il y en a eu pas mal, hein, en Chine ils en sont pris plein les dents aussi, les pestes. Mais la dernière vraiment très, très connue, c'est une peste qui est arrivée un petit peu avant 1900, et elle a vraiment affecté tout le monde. Alors, ah tiens, on a oublié d'envoyer du PQ pour la peste noire, je me rends compte. Non mais allez, il reste encore des Asiatiques là qui ont envie de balancer sur l'Europe. Parce que là, vous pouvez, c'est la peste noire quand même, lâchez-vous. Voilà, Asie sur Europe, peste noire. Bon, plus personne n'a de PQ, c'est pas grave. Après tout, c'était pas une super idée en fait, c'est pas grave. Donc la dernière peste, c'est un petit peu avant 1900. Et alors celle-là, c'est assez intéressant parce que c'est l'époque où on a des bateaux à vapeur et tout, on commence vraiment un vrai phénomène de mondialisation. Et là, du coup, elle va un peu partout, cette peste. Donc elle part d'Asie encore une fois, et puis elle touche l'Europe, l'Afrique, et l'Amérique un petit peu minoritairement. Et c'est aussi à ce moment-là, là c'est plus intéressant, c'est que c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte d'où venait la peste. On a isolé le bacille de la peste, on a isolé la bactérie. Donc on sait, d'ailleurs c'est un mec qui travaillait avec l'Institut Pasteur qui a réussi et qui a donné son nom à la bactérie. Il s'appelait Alexandre Yersin et la bactérie s'appelle Yersinia pestis. Voilà, petit fun fact à raconter en soirée. Dans d'autres maladies, bon la fièvre jaune c'est super intéressant, ça a fait plein de trucs sur la colonisation et tout. En fait Haïti a pu être indépendante grâce à la fièvre jaune. J'en dis pas plus, on n'a pas le temps, c'est dommage. Vous regarderez la vidéo, hein, c'est pas grave.
On enchaîne le typhus aussi, super important dans les guerres napoléoniennes. Plus de morts à cause du typhus qu'à cause des balles et des baïonnettes et tout ça. Donc en fait, les maladies c'est important dans les guerres. Voilà. On enchaîne, du coup, le plus grand échange bactériologique et viral qui a eu lieu de l'histoire de l'humanité, c'est entre l'Europe et les Amériques. Au moment où en fait Christophe Colomb a découvert les Bahamas et tout ça, ils ont aussi rencontré des populations qui étaient extrêmement naïves au niveau immunitaire et les Européens portant avec eux leur maladie, ils ont infecté tout le monde. Les conséquences, ça a été que le continent américain s'est vidé, environ entre 80 et 95% du continent est mort en quelques dizaines d'années, ce qui est la plus grande éradication des humains. Vas-y. Allez-y. On peut faire l'énumération. Alors, donc c'est là-bas, donc toute l'Europe balance sur l'Amérique, allez c'est parti. Et alors, dans les maladies qui leur ont filé, on a la rougeole, la dysenterie, le typhus, la varicelle, le choléra, la diphtérie, les grippes, plein, la lèpre, le paludisme, la fièvre typhoïde, la coqueluche, la peste bubonique et la variole. En échange, l'Amérique a envoyé une maladie. Une maladie. Alors. La syphilis, yes. Bravo. Bravo. Alors c'est quand même cool parce que c'est une sorte de petite vengeance un peu mesquine parce que la syphilis c'est une MST et du coup ça a fait tout un tas de conséquences culturelles et les gens avaient un peu honte de niquer en fait tout simplement parce que ils tombaient malades et en plus la syphilis ça déforme le visage etc. Donc ça a vraiment stigmatisé les relations sexuelles. C'est un peu le sida de l'époque et je trouve ça assez mesquin comme vengeance. Bref. Bon, ça a quand même eu un impact de dingue. Ouais, c'est pas super sympa. On vous a éradiqué le continent, vous pourriez pas vous venger quand même. Bref, cette maladie, elle a eu un impact de ouf parce qu'il y a énormément de personnalités qui ont eu la syphilis, comme Adolf Hitler par exemple, Lénine qui en est mort a priori, Maupassant, Baudelaire, tout ça, plein de gens. Voilà. Ça a vraiment affecté le paysage culturel européen, la syphilis. Voilà. Alors, on peut se demander, mais pourquoi il y a eu cette injustice? Pourquoi les Amérindiens se sont fait décimer alors que les Européens se portaient bien? En fait, c'est tout simple. Il y avait des porteurs sains chez les Européens. Et à quoi ça tient? Ça tient tout simplement au fait qu'on bouffe du bacon, qu'on mange des nuggets, et que là-bas, ils ne mangeaient pas beaucoup d'animaux domestiqués. Le fait qu'on ait eu des contacts avec les animaux pendant autant de millénaires a fait qu'il y avait plus de chances de trouver des porteurs sains qui allaient décimer les Amérindiens qu'eux mangeaient peut-être 2-3 poulets de temps en temps, mais surtout du maïs. Ce qu'il faut se représenter, c'est qu'on a eu une chance inestimable en fait d'élever des parasites depuis des millénaires. Parce que, par exemple, pour la variole, c'est grâce aux vaches qu'on a pu comprendre le concept d'immunisation et qu'on a pu lutter efficacement contre la variole. À quoi ça tient? Tout simplement parce que les vaches ont une forme de la variole qui probablement d'ailleurs a une origine humaine. Et ça s'appelle, cette variole, la vaccine. Vous allez voir où on en vient. Cette vaccine, en fait que les laitières qui étaient en contact avec les vaches contractaient cette maladie, donc encore une fois par une zoonose, c'est-à-dire un contact entre les vaches et les humains. Ils contractaient cette maladie, ce qui les rendait immunes contre la variole humaine. Et Édouard Jenner, en comprenant ce système-là, il a pris du pus de pie de vache, là, il a commencé à en inicoler tout le monde, et il a appelé ce processus la vaccination. Et grâce à lui, on a compris d'une part la base de l'immunologie, la base de l'immunisation, et aussi on a inventé le vaccin grâce aux vaches. Trop stylé. Bon, normalement là on devait faire un petit truc en se basant sur le PQ en disant regardez tous ces échanges, c'est un peu le fruit de notre histoire et tout ça. Voilà, ça c'est notre histoire, c'est l'histoire des parasites. Ouais mais là c'est pas hyper... On a une petite histoire, un petit peu... C'est nul, ouais. Le truc intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la tendance, elle a changé, en fait. Notre rapport aux parasites, qui est millénaire, puis même plusieurs fois millénaire, il a changé complètement. C'est-à-dire que, d'une part, on est de plus en plus dense, on est, comme maintenant, là, tous regroupés, etc. Donc là, c'est sûr qu'on s'échange plein de maladies. Et on communique de plus en plus aussi, on fait des voyages en avion, etc. Donc ça, on l'a bien vu avec toutes les pandémies qu'il y a eu récemment, plus ou moins. Donc en 2009, tout ça, c'est des trucs qui arrivent très vite. Voilà. Donc ça, c'est une première tendance qui est de pire en pire, c'est-à-dire que potentiellement, on pourrait avoir de plus graves maladies, de plus graves pandémies qu'on n'a jamais eues. Donc petit A, on va peut-être tous mourir. Mais, petit B, notre rapport a changé dans le sens où maintenant on rend les coups, c'est-à-dire on les fait disparaître, ces putains de maladies. Par exemple, la variole a disparu dans les années 80 grâce aux efforts de l'Organisme mondial de la santé qui a fait un travail de dingue en fait en réussissant à éradiquer cette maladie qui avait éradiqué tout le continent américain. C'est quand même un bel exploit. Donc l'espèce de la variole, le virus, a disparu. Enfin, il reste dans quelques flacons dans des laboratoires top secrets, mais voilà, sinon il n'est plus là dans la nature.
Donc ça, c'est vraiment une nouvelle dynamique, enfin, ça a un impact à l'échelle évolutive, et c'est en cours de route aussi pour d'autres maladies. Par exemple, la polio. Il y a une trentaine de personnes maintenant qui ont la polio, et elle est en cours d'éradication. La fièvre jaune, la malaria, tout ça, il y a beaucoup d'efforts pour les faire disparaître aussi. Le ver de Médine, ce magnifique morceau de PQ, et bien aussi, il y a une trentaine de personnes dans le monde qui l'ont, et ça va sûrement disparaître d'ici 20 ans, quoi. Donc on a vraiment une relation aux parasites qui est en train de changer, et finalement, le message à retenir, c'est que d'une part, les parasites ont fait notre histoire, ils la font aujourd'hui encore, et ben ils vont continuer sûrement à la faire. C'est simplement que notre relation avec eux, elle a un peu changé avec l'OMS et la vaccination, etc. Donc bref, message à retenir, vaccinez vos enfants, bordel de merde. Voilà, salut.